Eh bien, bonjour à tous, c'est un plaisir de faire cette présentation. Donc, alors, je m'appelle Fabien Esculier, je suis chercheur au laboratoire LESU et je coordonne le programme de recherche Action Okapi que j'ai initié il y a 6 ans. Bonjour, et moi je m'appelle Bernard de Gouvello, je suis chercheur au LESU également, et je travaille dans le programme de Fabien. Je vous mets encore une minute avant de commencer, ça va se transférer sur YouTube. C'est juste pour que ça marche. Eh bien, c'est parti. Je vous laisse la parole. Merci, je coupe mon micro. Et je ferai donc le médiateur entre les questions posées dans le chat et vous. C'est parti. Bien, donc merci à Antoine, à la région et puis au réseau Educagri de nous permettre de faire ce temps d'échange autour de la question urine, le nouvel engrais vert, qui est une question qui est assez importante au sein du programme Okapi depuis 6 ans, donc, que nous travaillons en recherche-action autour de ces questions. Alors, on va vous présenter différents enjeux autour de cette thématique. Et puis, pour commencer, je vais essayer de présenter le cadre dans lequel cette réflexion se pose. Alors, nous sommes collectivement de plus en plus conscients que nous sommes dans un système Terre qui atteint ses limites. On appelle souvent cette période dans laquelle nous sommes l'Anthropocène pour désigner le fait que les humains ont une activité qui modifie substantiellement les conditions de vie de manière extrêmement importante et potentiellement remettant en cause très fortement les possibilités de continuer ainsi notre fonctionnement. Un travail que j'apprécie beaucoup de chercheurs suédois menés par Stephen et Rockström ont essayé de synthétiser l'ensemble de tous ces problèmes qui se posent actuellement dans les relations entre les humains et leur environnement. Et ils ont mis en exergue 9 limites planétaires qui sont diversement perturbées par l'activité des sociétés humaines. Alors, on parle beaucoup du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité que vous trouvez ici dans ce schéma et qui sont effectivement en perturbation importante. On a aussi le changement d'occupation des sols. Et puis, il y a une limite qui est considérée comme étant extrêmement dépassée et qui est due à la perturbation des cycles biogéochimiques d'azote et phosphore. Une limite planétaire qui est beaucoup moins médiatisée aujourd'hui que celle du changement climatique et de la biodiversité et qui pour autant est considérée comme étant extrêmement grave à l'échelle planétaire aujourd'hui en termes des perturbations induites par les activités humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que cette limite planétaire azote et phosphore? Pour illustrer celle de l'azote, un groupe de chercheurs a mis en exergue les 9 plaies de l'azote parce que donc introduisent de l'azote qu'on appelle réactif dans l'environnement, il va y avoir une cascade d'effets qui vont advenir et qui vont avoir donc les différents impacts qui sont mentionnés ici. Alors, on connaît typiquement les marées vertes, donc eutrophisation des cours d'eau, eutrophisation des milieux marins. On voit ici l'extrême eutrophisation de toutes les côtes au nord de l'Europe, qui peuvent conduire jusqu'à des mortalités piscicoles ou des zones avec très très peu de biodiversité ou de vie, comme par exemple dans la mer Baltique. Et puis, on a également, en France, on est extrêmement concerné par l'azote sous la forme nitrate qui rejoint les nappes et qui induit des eaux non potables. En France, on ferme en moyenne un captage chaque semaine du fait de dépassement de normes de nitrate dans la nappe. Donc, on a quand même chaque semaine un maire qui prend la décision de ne plus exploiter un captage et on ne peut plus boire l'eau qui est sous nos pieds à cause de cette perturbation majeure azotée. On la voit aussi par la pollution atmosphérique, car il y a des émissions atmosphériques d'azote sous forme d'ammoniac, par exemple, et qui vont se retrouver en ville, où il y a aussi d'autres émissions azotées, et qui font typiquement, par cette conjonction d'émissions agricoles et urbaines, des pollutions atmosphériques aux particules. Et puis enfin, l'azote peut être aussi un gaz à effet de serre sous la forme du N2O, le protoxyde d'azote, qui participe de façon substantielle au changement climatique en cours. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une perturbation majeure des cycles azote et phosphore? Principalement, c'est parce qu'on a un besoin physiologique de se nourrir en azote et en phosphore. L'azote, on le trouve dans les protéines. Donc, 3,4 kg d'azote, c'est en fait les protéines que l'on consomme. Et puis, on a aussi un besoin physiologique de phosphore. Ce besoin physiologique donc, de 3,4 kg d'azote et 350 g de phosphore par personne et par an,
le métabolisme des humains est tel que finalement, on le retrouve intégralement dans les excrétions. On pèse aussi lourd à la fin de l'année qu'au début de l'année, en tout cas en moyenne statistique, selon les années évidemment. Et donc, on retrouve dans nos excrétions, c'est-à-dire principalement dans les urines et matières fécales, tout cet azote et tout ce phosphore. Alors, dans le programme Okapi, en particulier dans la thèse que j'ai soutenue en 2018 autour de ces questions, je nomme système alimentation-excrétion la manière dont les sociétés humaines s'organisent pour subvenir à ce besoin fondamental de tous les humains, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va apporter de l'alimentation aux gens et comment on va gérer leurs excrétions. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diversité extrême de modes d'organisation des sociétés humaines dans le temps et dans l'espace pour subvenir à ces deux besoins de gérer l'alimentation et de gérer les excrétions. Alors aujourd'hui, très brièvement, vous avez ça dans un article, comment fonctionne le système alimentation et excrétion des sociétés industrielles occidentales. D'abord, on consomme 4,9 kg d'azote par personne et par an, donc beaucoup trop de protéines, 150% de notre besoin physiologique. On retrouve donc cette excrétion dans les urines et matières fécales des Français, des Parisiens en l'occurrence pour l'article sur lequel c'est issu. Et puis en amont, on a des productions d'engrais de synthèse azotée, donc on fabrique à partir de l'azote de l'air qui est sous une forme inerte, le diazote N2, de l'azote lui qui est réactif, donc qui va pouvoir être capté par les plantes, des engrais de synthèse qui consomment énormément d'énergie fossile et qui sont en très grande quantité, donc 600% du besoin physiologique est mis sur les champs pour nourrir un Parisien. Et puis derrière, on gère nos urines et matières fécales par la toilette à chasse d'eau, l'égout, puis la station d'épuration, avant un rejet en rivière, mais la station d'épuration produit des boues dans laquelle on retrouve malheureusement très peu de l'azote qui a été excrété, 5% du besoin physiologique. Finalement, on a un système qui est extrêmement linéaire, très intensif et avec énormément de pollution. On voit ici que donc on a des émissions dans l'eau, dans l'air, d'ammoniac, de N2O, de nitrate, au niveau de la production agricole de façon très intensive, et en particulier pour la production de produits animaux, mais également au niveau de la gestion des urines et matières fécales en station d'épuration. On a ces mêmes types de rejets dans les milieux, de façon moins importante, mais finalement plus importante que la quantité de matières qui sont effectivement valorisées par le retour des boues au sol. Alors, pour une transition systémique de ces systèmes, alimentation-excrétion, il paraît important d'agir sur 3 leviers. Le premier, c'est le régime alimentaire. On pourrait avoir un régime alimentaire beaucoup plus sobre, et en particulier inverser les proportions de protéines de produits végétaux et animaux. La production alimentaire également. Nous ne nous étendrons pas sur ces 2 points aujourd'hui, mais vous pouvez consulter des documents à cet effet, en particulier le scénario autonome reconnecté de Mitarien qu'on peut lire dans Billen et al. 2009. Et puis, reconsidérer urine et matière fécale. Alors, pour commencer, si on regarde de quoi il s'agit dans nos excrétions de l'habitat, on a ici les volumes d'eau. Donc, on consomme 125 litres d'eau par personne et par jour en moyenne pour la douche, la cuisine, etc. 25 litres d'eau de chasse d'eau pour évacuer les urines et matières fécales, qui ne représentent qu'un volume de 1 litre environ par personne par jour d'urine et 0,2 litre de matière fécale. Si on regarde les ressources qui sont contenues dedans, on constate que 80% de l'azote est dans les urines. On a encore un 10-15% de l'azote dans les matières fécales et puis un tout petit peu d'azote dans les eaux ménagères qui ne contiennent finalement très peu de matière. Finalement, on dilue ces ressources dans énormément d'eau. Alors, dans le programme Okapi, on a fait d'abord un premier calcul rapide qui consiste à dire que si on regarde la quantité d'azote excrétée par les Français, on pourrait en fait fertiliser de quoi produire 160 millions de baguettes de pain chaque jour en France. Une ressource donc considérable sur laquelle le taux de recyclage, je l'ai indiqué tout à l'heure, est d'environ seulement de 5%. Vous pouvez regarder la vidéo Ma thèse en 180 secondes qui l'explicite. Le programme de recherche-action Okapi essaye de aborder toutes ces thématiques dans une approche à la fois pluridisciplinaire et de recherche-action. Nous avons 4 axes qui seront présentés très brièvement aujourd'hui. Un axe métabolisme pour comprendre les problèmes dans leur ensemble, passé, futur et d'organisation des sociétés. Un axe agro qu'on développera un peu plus aujourd'hui. Et un axe sociaux qui se pose des questions sociologiques. Et un axe démonstrateur dont nous parlerons également. Alors, en matière de séparation à la source des urines, ça a beaucoup été développé dans le nord de l'Europe et particulièrement en Suède. Alors ici, on a dressé dans ce transparent un
un historique rapide de l'expérience suédoise qui, comment dire, commence à la fin des années 80 au travers d'expériences de construction d'éco-villages qui opèrent des traitements sur place des eaux usées avec un retour au sol des nutriments. Mais en tant que technique de séparation à la source des urines, c'est plutôt à partir des années 90 que cette technique apparaît, notamment toujours dans ces éco-villages, avec une réutilisation de ces urines par des agriculteurs locaux. Il y a également d'autres projets qui voient le jour à l'initiative de promoteurs privés, mais parfois sans réutilisation de l'urine, ce qui conduit d'ailleurs, dans certains cas de figure, à un abandon assez rapide de cette séparation à la source. Et enfin, il y a quand même, il faut signaler aussi qu'en Suède, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés sur le sujet, notamment à l'université d'Uppsala. Un moment important dans l'histoire du pays relatif à cette question-là, c'est la reconnaissance, finalement, la recommandation plus exactement, faite par le Code de l'environnement, de prendre en compte dans une solution, dans le choix d'un système d'assainissement, la question du recyclage des nutriments. Là, on peut dire qu'il y a eu une première que la séparation à la source connaît son apogée en Suède dans les années 2006-2007, où on voit qu'à ce moment-là, il y a 120 000 toilettes sèches à séparation d'urine qui sont installées et 15 000 de toilettes à eau à séparation d'urine. C'est réparti, assez bien réparti territorialement, essentiellement dans la partie sud du pays. Voilà. Ces dispositifs sont situés principalement en habitat individuel. Il y a eu un peu après des tentatives, d'autres pistes qui ont été recherchées, d'autres solutions, mais il semblerait qu'il y ait un retour aujourd'hui vers à nouveau un intérêt pour ces techniques de séparation à la source. Alors, Fabien, si on regarde un peu comment est organisée une filière locale dans le cadre d'un éco-village, il y a un peu quatre points là. Il y a l'interface usager. Là, dans ce cas de figure, on voit une toilette typique de cette génération-là. Hein, on voit donc que le pipi est évacué par le devant. Généralement, on dispose d'un dispositif de stockage mutualisé entre les différentes habitations de l'éco-village. C'est dans ce stockage que l'agriculteur vient puiser pour ensuite mettre cette urine en proximité des champs, donc dans une autre citerne, via un camion citerne. Et ensuite, il y a un système d'épondage à proprement parler qui figure tel qu'on le voit dans la photo 4. Alors, si on passe maintenant au cas français, on peut dire qu'il y a plusieurs jalons dans cette histoire. Il y a un peu comme dans le cas suédois, une vision renouvelée des toilettes sèches dans une approche d'assainissement écologique dans les années 90, qui se manifeste pas mal en milieu rural, mais également dans je dirais, les festivals. Hein, il y a plusieurs prestataires qui se mettent à récupérer les urines dans les festivals avec cette idée de l'utiliser. Après, il y a un autre moment qui est assez important, qui est plus récent, plus proche de nous. Dans le cadre du Grand Paris, c'est les questions de tension qui se posent sur l'assainissement de l'agglomération parisienne, avec des limites de traitement des usines. Des questions aussi que l'extension du Grand Paris amène à des problèmes relatifs à l'étiage de la Seine et notamment pour les questions de qualité d'eau, on a également besoin d'amélioration de qualité dans la perspective notamment de rendre la Seine baignable. Et tout ça, ça finit par générer un intérêt pour la recherche d'alternatives, dont la question de la séparation à la source. Et c'est pour ça que d'ailleurs le programme Okapi, qui apparaît en 2015, est né notamment de cette préoccupation. Un jalon important dans l'histoire française et qui est encore plus récent, c'est l'intégration par l'Agence de l'eau Seine-Normandie de cette problématique dans son programme via la possibilité de subventionner des projets qui ont recours à la séparation à la source et notamment une subvention qui peut être importante puisqu'elle va jusqu'à 80% lorsqu'il s'agit de projets portés par des acteurs publics. Et enfin, encore beaucoup plus
plus récemment, parce que là, on est en pleine actualité, j'ai envie de dire, c'est l'opération Saint-Vincent-de-Paul, premier projet de quartier urbain et de séparation à la source. C'est là-dessus que je vais parler un tout petit peu maintenant. Alors, ce quartier, c'est un quartier en fait qui est issu de la refonte d'un ancien hôpital, d'un site d'un ancien hôpital. Donc, on est en plein centre de Paris, puisqu'on est dans le 14e arrondissement. Le programme est important, puisqu'il concerne 600 logements, des équipements publics et privés et des commerces. L'option a été prise d'intégrer la collecte séparative des urines à l'échelle de tout le quartier. Donc, c'est quelque chose d'assez inédit. Le principe a été validé fin 2020 et il est aujourd'hui en cours de construction. On peut dire que cette opération a bénéficié aussi du fait d'avoir une opération d'urbanisme transitoire sur le site, dans lequel a été mis en place un dispositif original des urinoirs féminins pour récupérer cette urine. Alors, le principe général du dispositif, c'est l'ensemble des urines dans des immeubles sont renvoyées et renvoyées dans un réseau spécifique qui alimente une cuve de stockage, donc il ne stocke que l'urine. Cette urine est renvoyée dans une usine de traitement qui est sur le site même, et ce traitement, comment dire, qui a une nitrification, mais également qui purification et concentration par distillation, permet une réduction très sensible des volumes. Et enfin, c'est ce qui permet la constitution d'engrais. Et dans le cas particulier d'espèces, là, cet engrais, aujourd'hui, son débouché, c'est d'être utilisé. Il sera utilisé par les services des espaces verts de la municipalité de Paris. Alors, on s'est également intéressé, dans le cadre d'un autre travail, sur la perception que pouvaient avoir les agriculteurs franciliens par rapport à l'utilisation d'urinofertilisants, dans une enquête qui a été menée au sein du LESU auprès de 24 agriculteurs, répartis dans différentes catégories, des céréaliers, des maraîchers, certains étant conventionnels, d'autres en bio, et on les a amenés à se positionner par rapport comment dire, à 4 types de filières de produits envisagés, donc différentes formes soit de l'urine brute, qu'on appelle l'isin, soit de l'urine concentrée. Alors l'urine brute, c'était ce qu'on a vu dans le cas suédois que je vous ai présenté. L'urine concentrée, c'est ce qui doit être mis en œuvre dans le cas de Saint-Vincent-de-Paul et qui existe déjà sous une forme commercialisée en Suisse, ou de forme, comment dire, solide, l'astrovite et ce qu'on a appelé le granurin. Alors, ce qu'a montré cette étude, c'est quelques conclusions, c'est que on a affaire à des agriculteurs qui sont plus ou moins ouverts à l'idée. On pensait qu'en fonction de la nature de l'activité de l'agriculteur sera un enjeu, mais en fait, il n'y a pas de distinction entre les 4 catégories qu'on a faites, là, c'est-à-dire maraîcher bio, céréaliers conventionnels, etc. Ce qui semble plus important, c'est finalement le facteur âge. Les jeunes sont quand même plus ouverts à cette idée. Il y a aussi également, on a constaté une tendance et une préférence plutôt pour les formes solides, avec un effet, je dirais, comment dire, qui facilite l'acceptation d'une certaine ou l'adhésion au dispositif par l'idée que sous la forme solide, on perd quelque part la mémoire du fait de l'origine du produit et que ça, c'est plus facile peut-être à accepter. Et surtout, que pour vraiment adhérer à cette solution, il y a besoin d'une confiance renforcée envers les produits. Et cette confiance, elle peut s'instaurer par, d'une part, une reconnaissance institutionnelle de ces produits via le Bureau national de fertilisation. Également, la sortie du statut de déchet de l'urine, qui est un point important pour rassurer les agriculteurs. Et également, le fait que, quelque part, il y a un acteur passeur qui permette d'aller faire ce lien entre le monde urbain et le monde rural, type des coopératives de distribution. Il a été montré que la construction de démonstrateurs constitue un passage obligé pour cette appropriation. Il y a vraiment besoin de voir que ça marche. Voilà. Tu peux passer, Fabien. Alors cette démonstration, elle existe en fait déjà en France au 19e siècle à très très large échelle, puisque les urines
humaines sont très largement utilisées en France pendant le 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis finalement, on constate un abandon de l'utilisation de ces matières avec le développement des engrais de synthèse azotés, procédés à Haber-Bosch en pétrochimie, et puis phosphorés ou potassiques issus des mines. Alors, les démonstrateurs qu'on fait, c'est une sorte de rétro-innovation. On remet en place des fertilisations à l'urine humaine. Alors, après l'avoir théorisé, comme je montrais tout à l'heure pour ma thèse en 180 secondes, on l'a effectivement réalisé dans le cadre de l'axe AgroCapi du programme OCAPI avec tous nos partenaires. Et donc, nous avons collecté de l'urine à l'école des Ponts, en particulier sur urinoir sec masculin, mais on a aussi des collectes sur urinoir féminin. Nous l'avons épandu sur des champs du plateau de Saclay. Et puis, nous avons récolté le blé moulu en farine, fait du pain, et nous organisons, alors quand les conditions le permettent, des dégustations de ce pain produit à partir de blé fertilisé à l'urine pour mettre sur la table le débat de la question de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces systèmes alimentation-excrétion dans nos sociétés. Dans le programme AgroCapi, nous avons développé tout un ensemble de thématiques de recherche autour de l'utilisation de l'urine en agriculture, donc à partir de la production de ce que nous nommons des urinofertilisants, donc des matières fertilisantes issues d'un traitement de l'urine séparée à les sources. Nous avons passé en revue ces urinofertilisants dans une publication de 2020 coordonnée par Tristan Martin, qui en a fait sa thèse, soutenue tout récemment, et qui montre donc l'extrême diversité des produits qui peuvent être obtenus, liquides, solides, plus ou moins concentrés, etc. Nous avons fait des essais en serre pour analyser l'efficacité agronomique des différents urinofertilisants, des publications qui sont en cours. Nous avons aussi réalisé des essais au champ, et puis nous avons fait des travaux en analyse de cycle de vie, ainsi que sur le devenir des pharmaceutiques, des résidus pharmaceutiques et de l'antibiorésistance. Alors, pour donner juste deux très brefs résultats, le premier, sans vraiment de surprise, je dirais, parce qu'à Grignon même, où nous avons travaillé avec l'INRAE, il y a déjà eu des épandages il y a 100 ans qui montraient l'efficacité de l'urine comme fertilisant. Et donc, nous avons montré un coefficient d'équivalence à l'azote supérieur à 70% pour la majorité des urinofertilisants et certains qui sont à 100% selon le type d'urinofertilisant. Et puis, dans l'analyse de cycle de vie, nous avons montré 2 points de vigilance sur les traitements des urines. Le premier, c'est que concentrer les urines demande de l'énergie. Donc, effectivement, il peut y avoir un équilibre à trouver entre la concentration des urines et l'énergie totale du système. Et puis, enfin, la volatilisation au champ, puisque les formes ammoniacales, évidemment, peuvent avoir tendance à être volatilisées. Toutefois, dans certaines configurations, nous avons montré qu'il existait des systèmes qui étaient meilleurs que l'actuel, c'est-à-dire production d'engrais Haber-Bosch et station d'épuration, à l'actuel, je dirais, conventionnel, sur l'ensemble de toutes les thématiques de l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on peut à la fois consommer moins d'énergie et émettre moins de gaz à effet de serre et moins polluer les cours d'eau, etc., etc. Ce qui finalement s'avère être extrêmement intéressant d'avoir ces options environnementales que j'appellerais sans regret. Donc ici, on voit sur les différents paramètres de l'analyse de cycle de vie, une division par 15 des consommations de ressources en eau, une division par 8 de l'eutrophisation, ou par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour une filière donc urine stockée, c'est-à-dire voilà, dans un bâtiment, on stocke l'urine au pied, et puis on imagine des champs qui sont à une distance relativement raisonnable de quelques dizaines de kilomètres pour aller effectuer un épandage de, ici, l'urinofertilisant le plus simple, c'est-à-dire l'urine simplement stockée. Voilà, alors voilà pour la première partie de notre présentation. Et donc, je laisse Antoine reprendre la parole pour des questions sur ces sujets. Merci Fabien et Bernard. Eh bien, oui, il y a quelques questions. Je vous laisse, pendant qu'on pose celle-là, vous avez le droit d'en poser d'autres, hein, bien sûr. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, donc on parle de risques effectivement environnementaux. Tu en as parlé un peu, peut-être approfondir un peu la question. Alors, je te l'ai fait, on fait le même ordre de questions, donc je te les lis ensemble. Y a-t-il des risques environnementaux liés aux résidus médicamenteux dans les urines? Faut-il purifier certains résidus de médicaments, notamment ou de perturbateurs endocriniens qu'on pourrait avoir contenus dans ces urines? La question qui se rapporte aussi donc à cette composition, c'est quelle est la composition de l'urine en dehors de l'azote? Et dernier point, en fait, avec ces questions de certification, est-ce que ça pose des problèmes en termes de label, de certification? Voilà, je vais essayer de répondre à ça. C'est un petit panel de questions. Bernard, si ça va, je peux commencer à répondre. Oui, vas-y. Oui,
Alors, sur la question des médicaments, effectivement, c'est une question requiert toute notre attention et qui est effectivement extrêmement demandée. Alors, nous avons publié une note dans le cadre du programme Okapi sur cette question. Donc, une des manières de répondre, ce sera déjà de vous renvoyer vers cette note qui fait un état des lieux du sujet. Je vais mettre la note dans le chat, hein, je peux faire ça, Oui, tout à fait. Antoine. Sachant que, juste pour les spectateurs, on aura donc un drive, un stockage sur Internet de tous les éléments qu'on aura, donc notamment la vidéo, le PowerPoint, et des liens vers les documents et les sites Internet nécessaires. Et on reprendra les questions en mettant les questions en fait, avec des réponses, avec des liens. D'accord. Alors, au-delà de juste mettre la note, donc pour donner quand même quelques éléments rapides sur cette question-là. Tout d'abord, la question est de savoir effectivement ce que deviennent les médicaments aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui est médicamentée, on va retrouver les résidus médicamenteux dans les urines et dans les matières fécales en fonction des molécules, qui vont majoritairement aller à l'égout, usuellement arriver en station d'épuration. Et ensuite, on a 3 voies. La première, ça peut être la dégradation dans le processus de traitement, mais finalement, aucune station d'épuration n'a été conçue initialement pour traiter les résidus médicamenteux. Donc, il y a certaines molécules qui vont être dégradées, d'autres très peu. Et ensuite, on va la retrouver donc, soit dans l'eau, au rejet, donc dans la rivière, et soit dans les boues. Et donc, on a aujourd'hui des boues de stations d'épuration qui sont retournées au champ, qui induisent déjà aujourd'hui un épandage de résidus pharmaceutiques. Par ailleurs, on a aussi des résidus pharmaceutiques qui se trouvent dans les urines et matières fécales animales, qui sont, elles, très majoritairement retournées sur les champs. Donc, on a aussi cette question qui se pose, ainsi que de façon générale, un très grand sujet micropolluant tout le long de la chaîne des systèmes alimentation-excrétion, que ce soit les contaminations des engrais qui sont utilisés, la poêle qui va être utilisée pour cuire, etc., etc. Donc la question est finalement comment penser cette question des risques médicamenteux dans l'ensemble de cette chaîne. Alors, pour répondre très brièvement, on peut s'appuyer sur 2 pays qui ont déjà eu des positionnements là-dessus. Le premier, c'est la Suède, qui donc fait ses épandages d'urine depuis longtemps, comme le montrait Bernard, et qui a considéré qu'en l'état des connaissances et en l'état des pratiques, il n'y avait pas matière à prohiber l'épandage d'urine humaine du fait de la présence de résidus médicamenteux. Donc, après simple stockage, en Suède, on épand les urines malgré la présence de ces résidus médicamenteux. C'est un avis qui est repris par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a émis un avis en 2012 qui considère que la présence de résidus médicamenteux n'est pas de nature à remettre en cause l'utilisation de l'urine comme matière fertilisante. Par ailleurs, on a des pays comme la Suisse, dans laquelle on a des produits qui ont été développés d'urinofertilisants. Le premier produit qui est mis sur le marché, finalement, l'Orin, qui a été présenté rapidement tout à l'heure, de l'urine concentrée, dans lesquels il y a un traitement spécifique des micropolluants médicamenteux. Et ce produit a obtenu une homologation par le ministère agricole suisse, dans une logique qui est, quitte à avoir séparé les urines, on peut justement en profiter pour mieux les traiter qu'on ne le fait aujourd'hui. Pour autant, on ne sait pas quel est l'effet de ces médicaments aujourd'hui mis sur les champs. Donc, a priori, s'il n'y en a que moins, ça ne peut être que mieux. Mais c'est une question qui reste encore très débattue dans la communauté scientifique et il n'y a pas de consensus, d'où l'objectif dans le programme Okapi de développer les connaissances à ces questions. Et donc, on a encore des travaux qui sont menés pour bien comprendre le devenir des différents résidus pharmaceutiques dans ces processus et dans l'épandage agricole. Sur la composition de l'urine, oui. Justement, il y avait une deuxième question qui se rapproche à ça, c'est est-ce qu'il y a une variation de la composition de l'urine selon le régime en fait, plus ou moins carné, plus ou moins méditerranéen, et ça se rapproche de la question quelle est la composition de l'urine en fait. Alors l'urine, elle est donc, en agronomie, je dirais, on peut la considérer comme un engrais multi-éléments, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait la majorité de ce qu'on a ingéré, et donc on y retrouve de façon assez équilibrée d'ailleurs, de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. Et tous les micronutriments également qu'on ingère. Donc de ce point de vue-là, elle est équilibrée et représente des apports non négligeables en autre chose que l'azote, même si c'est souvent l'azote qui est le facteur limitant. Par ailleurs, on retrouve aussi un reflet de notre alimentation, donc on retrouve beaucoup trop de chlorure de sodium. Alors c'est assez intéressant parce que finalement c'est une molécule qui est plutôt indésirable en agriculture, le sodium,
Et par ailleurs, il est aussi indésirable pour les régimes alimentaires, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme trop de sodium et on a beaucoup de maladies liées à cet excès de sodium. Donc finalement, on a un double intérêt à consommer moins de sodium, à la fois dans la valorisation qu'il y en aurait. Pour autant, en climat tempéré, on considère que le lessivage du sodium est suffisant pour ne pas poser de problème de salinisation si on fertilise à l'urine. Une question qui peut par contre être problématique dans des pays comme l'Australie, où ils ont considéré qu'il fallait ne pas trop utiliser d'urinofertilisants dans les régimes alimentaires très riches en sodium par rapport à ce point-là. Voilà, peut-être pour répondre très rapidement sur la composition plutôt chimique, je dirais, de l'urine. Petite question sur l'acceptation sociale. Donc, en fait, tu parlais du pain. Je crois que vous avez aussi des petites tomates aussi. Donc, vous allez me faire une petite étude sociologique par rapport à l'acceptation. Et la question, c'est quid de l'acceptation par les clients de l'agroalimentaire vis-à-vis d'agriculteurs qui se lanceraient dans ce type de démarche. Voilà. Bernard, je te laisse répondre. Le son est coupé, Bernard. Oui, ça marche. Elle n'est pas très facile, c'est pas très facile d'y répondre parce qu'on n'a pas encore une vision très nette de la question, puisque en fait nous on s'est intéressé surtout au premier maillon, c'est-à-dire la question de l'adhésion des agriculteurs à cette perspective d'utiliser ça sur leur production. Voilà. Donc à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de travaux qui portent, mais peut-être Fabien, c'est ça, je ne sais pas, mais qui portent sur cette question d'acceptation de la part des usagers. On peut dire seulement que quand il y a eu du prix qui a été fait, il a été fort accepté, mais je ne sais pas si on peut dire quelque chose qui a un sens plus solide que ça. Oui, je peux peut-être donner deux témoignages. Le premier, dans une logique vraiment personnelle, quand on a fait les dégustations de pain public, la première fois qu'on en a fait une, j'ai été extrêmement déçu parce qu'en fait, je voulais mettre en débat la question et on a fait ça avec un boulanger qui fait un pain qui est excellent et évidemment, la nature du fertilisant n'a pas influé sur le goût du pain et donc les gens se sont rués sur le pain. Il y avait beaucoup d'enfants, les enfants se sont rués sur le pain et personne ne voulait savoir comment il a été fertilisé parce que de toute façon, les gens ne savent pas très bien comment sont fertilisées les cultures aujourd'hui. Donc finalement, voilà, d'un point de vue informatif, c'était intéressant de voir qu'en fait, on connaît mal les modes de fertilisation actuels. Après, sur des questions plus professionnelles, il y a le rapport de Florent Brun dont parlait Bernard tout à l'heure qui donne quelques éléments. Peut-être on peut préciser, parce qu'il y avait une question sur les labels, je pense, qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose davantage en agriculture biologique, puisqu'en agriculture biologique, il y a une liste fermée des intrants qu'on peut apporter. Et dans cette liste fermée figurent urine et matière fécale d'animaux. La question étant de savoir si les humains rentrent dans la catégorie animaux, et ces animaux ne doivent pas être issus d'un élevage industriel. Donc la question est également de savoir si les humains, s'ils sont des animaux, a priori oui biologiquement, sont issus d'un élevage industriel ou non. Et voilà, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une zone clairement grise et qui est plutôt limitante pour la possibilité d'utilisation en bio, mais finalement, il y a une vraie question qui se pose parce que le principe d'écologie de l'agriculture biologique ne peut pas fonctionner si on ne boucle pas les cycles. Par ailleurs, de l'azote et du phosphore qui, globalement, surtout pour le phosphore ou le potassium, finalement, sont excrétés par les humains in fine. Et donc, il faut trouver aussi quand même une manière de retourner au sol pour boucler les boucles. Juste pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire que le sujet, donc en fait, il y a 5 ou 10 ans, c'était vraiment encore, on parlait de ça, on était un peu des illuminés, entre guillemets. Et en fait, le sujet devient de plus en plus d'actualité puisque les assises de l'eau ont ciblé effectivement plusieurs choses, donc le manque d'eau, les circuits courts. En fait, il y a plein de choses qui sont en relation pour avoir une agriculture plus proche avec des effets moins importants sur la qualité de l'eau. Et donc, le recyclage des urines comme matière fertilisante devient un sujet en lui-même. Les financeurs s'y intéressent, l'État s'y intéresse. Voilà. Il y a une progression des lois qui est certainement à prévoir là-dessus. Juste peut-être pour rebondir justement sur la partie est-ce que pour les agriculteurs, en fait, pour eux, est-ce qu'on peut imaginer que ça se substitue à 100% de leurs engrais minéraux, quoi? Il y a plusieurs niveaux de réponse à apporter, je pense, à cette question. La première, c'est que dans l'approche systémique alimentation-excrétion, ce qu'on démontre dans le programme Okapi, c'est que nos systèmes alimentation-excrétion ne sont pas soutenables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à perturber autant à la fois le climat, à la fois les cycles de l'azote et du phosphore,
dans les modes de production agricole, de gestion de l'alimentation et de gestion de l'excrétion de nos sociétés. Et donc, ce à quoi on s'intéresse dans le programme Okapi, c'est une modification systémique, c'est-à-dire à la fois une modification des pratiques agricoles, à la fois des régimes alimentaires et des modes de gestion des urines et matières fécales. Dans ces modifications systémiques, on fait des scénarios dans le programme Okapi où on montre la possibilité de nourrir toute la France et de continuer à exporter de la nourriture en se passant totalement d'engrais azotés et pendant quelques décennies d'engrais phosphorés également. Donc effectivement, on a une possibilité de modification très forte. Maintenant, à l'échelle d'une exploitation elle-même, je dirais, l'utilisation de remplacement un pour un d'une pratique d'agriculture aux engrais conventionnels chimiques azotés par des urinofertilisants, on l'a réalisé pour l'exemple, on va dire, et on a montré donc la possibilité de faire. Maintenant, selon les urinofertilisants et selon leur niveau de concentration, ça va être quelque chose qui va être plus ou moins facile à faire parce qu'évidemment, ils peuvent être moins concentrés que de l'ammonitrate et donc présenter nécessiter davantage de manipulation et des moyens différents pour permettre une fertilisation. Voilà. Mais ça reste possible, même si évidemment, on peut souhaiter aussi une baisse de l'intensité, je dirais, des flux d'azote dans les systèmes agroalimentaires aujourd'hui. Oui, alors un élément de complément peut-être, juste sur effectivement ce que ça peut induire chez les agriculteurs, c'est le fait effectivement d'avoir des engrais sont moins concentrés et qui fait que ça peut perturber leur façon de faire et même se révéler un peu problématique. Par exemple, le fait de devoir passer plusieurs fois sur un champ peut avoir des problèmes de tassement de terrain du champ. Il y a des problèmes comme ça qui ont été identifiés aussi lors de cette étude qui montrent qu'effectivement, il peut y avoir certaines limites, donc recourir forcément à des choses plus concentrées, mais même comme ça, il y a un certain nombre de contraintes au-delà de la question purement quantitative des flux mis en relation. Il y a ce que ça vient perturber sur les pratiques des agriculteurs eux-mêmes. Alors, une petite dernière question, parce qu'après on doit passer à la deuxième partie. Donc, il y a une question très technique sur l'avis sur un produit qui s'appelle Topi Organisme, mais je vous laisserai répondre plutôt par écrit plus tard, mais pas maintenant. C'était plus par rapport justement à l'aspect quantité. On a effleuré le sujet. Finalement, toi, il y a un lycée agricole qui dit, voilà, j'ai un internat, si on séparait l'urine de tous les jeunes de la communauté éducative, quelle superficie, en fait, grosso modo, est-ce qu'on estime que 20 personnes, par exemple, ou 50 personnes, ça peut fertiliser à peu près quelle taille de champ, maraîchage, un peu de l'ordre de grandeur, quoi. Oui, alors je peux donner l'ordre de grandeur. Hein. Donc, l'urine d'une personne sur une année, donc l'intégralité de l'urine d'une personne sur une année, hein, c'est donc à peu près 5 kg d'azote dans le régime alimentaire classique aujourd'hui. Et donc, globalement, dans une pratique de fertilisation conventionnelle, ça fait à peu près 500 mètres carrés. Mais ensuite, ça dépendra beaucoup effectivement de la quantité d'azote qu'on apporte sous la forme de l'urinofertilisant. Donc, en fait, ça peut faire beaucoup plus de mètres carrés si on apporte une fraction sous cette forme-là. Et puis ensuite, ça dépend de la quantité d'urine qu'on a collectée des personnes, quoi. Donc là, il faut voir au cas par cas en fonction des bâtiments. Mais il y a clairement des effets d'échelle. C'est-à-dire que quand on est sur des petites populations et quand on est dans une agriculture je dirais, la plus classique en France et extrêmement intensive, on peut facilement avoir, entre guillemets, besoin de beaucoup d'humains pour finalement une exploitation agricole, si c'est une exploitation typique en céréales de 100 hectares, par exemple. Okay. Alors, il y a une petite question encore sur la partie finalement des risques par rapport aux résidus, donc médicamenteux ou autres. Est-ce qu'on a finalement, selon le type de culture, on pourrait se dire que c'est moins risqué sur une eau, sur une plus, par exemple, il y a la question du maraîchage, la question des céréales, les arbres. Tu vois, finalement, on a la même question sur les matières fécales aussi, hein, donc type de culture avec des risques. Toi, tu as un petit peu répondu en disant que grosso modo, actuellement, au niveau mondial, hein, ou en tout cas, il n'y avait pas une contre-indication à l'utilisation des produits sans traitement, quoi. Donc là, on est une question psychologique quasiment. Donc, il y a un avis de l'OMS qui est le seul avis international aujourd'hui qui existe sur la question. Par contre, il y a, comme je disais, surtout une absence de consensus scientifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des avis divergents de la communauté scientifique sur, sachant qu'on ne sait pas, est-ce que du coup on interdit
ou est-ce qu'on considère qu'on peut, quoi. Donc aujourd'hui, c'est clairement la position. Je ne connais pas de travaux qui portent spécifiquement sur les risques en fonction des types de cultures. Je dirais que là où ça a été le plus étudié, c'est sur la question plutôt des pathogènes. Donc, effectivement, le corps humain excrète la majorité de ces pathogènes par les matières fécales. Donc, il y a un enjeu pathogène très fort dans la gestion des matières fécales, alors qu'on a très peu d'excrétion dans les urines. Et donc, ce que l'OMS a préconisé surtout, c'est des temps de stockage de l'urine, parce que le stockage de l'urine induit un abattement des pathogènes. Et donc, en fonction des types de cultures, on a des temps de stockage plus ou moins longs qui sont préconisés par l'OMS pour permettre d'avoir une utilisation sûre d'un point de vue donc pathogène de l'urine. Juste pour faire un rapport justement à la question des pathogènes, l'utilisation, la réutilisation des eaux usées traitées, donc qui contiennent encore des pathogènes, donc c'est réglementé en France et ça a été réglementé en Europe récemment. Donc là, effectivement, on est sur un autre angle, puisque les pathogènes, eux, ils ne vont pas être transmis dans la plante. Là, on parle de résidus médicamenteux qui peuvent être soit stockés dans le sol, soit qui vont partir dans les eaux souterraines, soit qui vont être captés par la plante. Donc en fait, ça va dépendre de plein de choses. Donc il n'y a pas une réponse, je pense, unique, et ça sera difficile d'avoir une réponse unique. Et surtout, même le taux d'incorporation, on voit que certaines plantes ont des taux d'incorporation des métaux lourds, par exemple, différents d'autres. Donc voilà, ce sera difficile. Je propose qu'on passe à la suite. Très bien. Alors pour la suite, la question c'est comment faire en pratique. On a essayé de conclure, enfin faire sa deuxième présentation de façon vraiment très pragmatique. Si on veut mettre en œuvre une valorisation d'urine humaine, comment est-ce qu'on peut le faire? Vous avez ici une image du pain boucle d'or que nous avons produit dans le programme OCAPI. Alors, pour commencer, on essaie de le faire nous-mêmes, directement à l'école des ponts, de faire un démonstrateur. Alors pour ça, on s'est appuyé sur un bâtiment qui a été réceptionné en 2013 et qui avait fait l'objet d'une démarche HQE dans lequel il y avait des panneaux solaires, de la récupération d'eau de pluie, et surtout un élément qui nous intéressait bien, c'était des urinoirs secs masculins, même si la vocation des urinoirs secs masculins, c'était plutôt une logique d'économie d'eau, hein. Mais ce bâtiment a présenté des conditions favorables, puisqu'il était possible d'une certaine façon de plugger assez facilement un dispositif de type démonstrateur, car les modifications étaient assez légères à faire. D'autre part, ça nous permettait de stocker l'urine dans un endroit sécurisé, puisque c'est dans un parking en souterrain avec un accès sécurisé. On a pu en plus, comme nous-mêmes qui nous en sommes occupés, la gestion par les chercheurs fait que, il y a tout un ensemble de problèmes sur lesquels on pourra revenir qui sont évités. Et enfin, pour finir, on avait également la possibilité d'épandre un petit peu sur place et on a négocié avec le jardin associatif des élèves le fait de l'octroi d'une parcelle, donc, voilà, de telle sorte qu'il a été possible d'avoir de boucler la boucle très localement, mais de manière pas forcément significative d'un point de vue quantitatif, mais de manière démonstrative. Donc, en pratique, le dispositif se compose d'un urinoir sec masculin. On n'en a branché qu'un seul. Vous voyez, en fait, son évacuation, on retrouve sa canalisation dans le souterrain en garage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé cette évacuation, on a associé à cette évacuation une vanne 3 voies qui permet, quand on le souhaite, orienter cette urine non pas vers le réseau, mais vers une cuve qu'on a installée, qui est une cuve qui est vendue comme une cuve de récupération d'eau de pluie, mais là, c'est devenu une cuve de récupération d'urine. Et puis ensuite, grâce à, on stocke, on remplit des bidons qui sont stockés in situ dans une armoire, là, comme on le voit là, qu'on date justement pour avoir une période de stockage, et ensuite qu'on peut épandre dans la parcelle considérée. Et il faut signaler que l'urine, que ce dispositif a servi et à récupérer de l'urine, notamment pour les travaux qui ont été évoqués tout à l'heure par Fabien concernant la thèse de Tristan Martin, donc à Nîmes. La finalité du dispositif, c'est de disposer d'une mini filière locale intégrée, et on a ainsi un outil de recherche, mais également à vocation pédagogique. On peut
faire des stages, des modules d'étudiants dessus. On a travaillé par exemple avec la D-School de Paris pour essayer de réfléchir à comment on pouvait améliorer ce système. Et c'est également un support d'animation envers différents publics, des étudiants, des journalistes, des professionnels. On a toujours quelque chose à montrer quand les gens viennent nous voir et c'est assez intéressant. Et alors, en revanche, on fonctionne de façon intermittente, c'est-à-dire par campagne. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise que quand on a envie de faire quelque chose avec. C'est-à-dire que la plupart du temps, aujourd'hui, la vanne, elle est orientée vers le dispositif d'assainissement. Et par contre, quand on veut faire une campagne, on fait ça. Parce qu'en fait, ce dispositif n'a pas de trop-plein qui permet de renvoyer vers le réseau d'assainissement. Donc, du coup, on pourrait avoir des surprises si, comment dire, on ne le gérait pas bien. Voilà. Mais aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, c'est de comment transformer ce dispositif qui est aujourd'hui géré comme on le peut par des chercheurs pour le faire intégrer comme étant un véritable équipement au titre d'autres équipements qui sont gérés par le personnel, les agents de l'école. Voilà. Et à travers ça, on s'aperçoit que c'est compliqué, ça pose plein d'enjeux d'appropriation du dispositif que l'on interroge. Voilà. Alors, on a sinon, parmi les ressources disponibles sur le site Okapi, on a une petite note, elle est assez conséquente d'ailleurs, elle fait déjà, je ne sais pas, une quarantaine de pages, qui permet, qui donne des idées sur concevoir et exploiter les réseaux de collecte de l'urine humaine. Elle est composée en deux parties, une partie sur l'état de l'art, des techniques qui sont assez variées en fait, et des problèmes existants au fil de l'urine, donc au fil de l'installation, hein, parce que chaque compartiment pose des problèmes spécifiques. Hein. Effectivement, au niveau de l'interface usagée, il peut y avoir des problèmes d'odeur, de siphon. Dans la canalisation, on peut avoir des problèmes de précipitation de struvite, donc des problèmes d'obturation. Et bon, c'est des problèmes qui sont repérés comme ça. Au niveau du stockage, les enjeux d'accès, de sécurité, de marquage, et des enjeux d'entretien concernant la protection des agents, les nettoyages préventifs des installations, etc. Et donc, il y a une partie qui concerne les recommandations, qui concerne soit d'une part la conception des maillons de la filière, d'autre part l'entretien et la maintenance des maillons, et avec comment dire, différents niveaux qui sont indiqués sur cet entretien. Ça, c'est important, les notions d'information déjà. C'est une espèce d'entretien permanent, il faut savoir bien utiliser ça. L'entretien courant, l'entretien mensuel et les opérations de maintenance annuelles. Alors, l'ensemble de ces éléments, comment dire, sont, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail là, mais sont synthétisés dans le document au travers d'une fiche voilà, qui est amenée d'ailleurs un peu à évoluer au fur et à mesure de notre propre expérience. Pour l'instant, elle a cette allure-là. Voilà. Donc, voilà un peu pour cette note. On a par ailleurs, alors sur un peu un autre sujet, mais a été élaboré par nos collègues Aurélie Jovignot, Marine Legrand et Louise Raguet, une sorte de plateau de jeu qui sert de support à un atelier sur la séparation à la source et la fabrique de la ville, dont l'objectif est de faire réfléchir les acteurs de la ville à la mise en place de projets de séparation à la source et de valorisation de ces excrétas sur un territoire, qu'il soit fictif ou réel. Et le principe, il s'agit d'arriver à concevoir en équipe, en débattant entre des profils d'acteurs différents, une filière intégrée. Voilà. Donc, ça passe par l'existence, comment dire, d'un plateau. Tiens, Fabien, tu peux passer à la scène d'après. D'un plateau de jeu qui est une carte du territoire avec où sont indiqués des différents éléments à prendre en compte sur la possibilité de mettre le rapport avec les enjeux d'élevage, des choses comme ça. Et on dispose d'un certain nombre de cartes qui sont indiquées là, et il s'agit de construire la filière par le débat, et ensuite bon, il y a un animateur qui explique un peu le principe du jeu au départ. Ensuite, chaque équipe discute entre elles, quoi. Et puis, à la fin, il y a un moment donné de restitution entre différentes équipes qui parlent des différents scénarios qu'ils ont élaborés. Et on a fait un premier test en réel de ce jeu lors du séminaire Okapi en septembre 2020. Et on compte le faire quand l'épidémie nous aura donné, comment dire, l'opportunité de le faire, parce que là, on n'a pas encore de version visio pour ça. Voilà. Voilà, je te redonne la main.
Alors, on voit qu'il y a énormément d'enjeux qui sont ouverts dès qu'on questionne dès qu'on questionne l'enjeu de gestion des urines humaines. Finalement, un des objectifs du programme Okapi, c'est de réouvrir ce débat qui est quasiment clos depuis 100 ans, de la manière de gérer au mieux les excrétions humaines. Et donc, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à donner toutes les cartes pour que ce débat puisse exister, posé sur la table et partager les questions, les avantages, les inconvénients des différents modes de gestion que nous avons aujourd'hui, sachant qu'on est dans un contexte effectivement de nécessité de transition très forte de nos sociétés actuellement, et que la séparation à la source des urines peut effectivement être un maillon intéressant à développer dans cette transition. Alors nous souhaitons mettre en place le plus de ressources partagées à ce sujet en tant que programme de recherche public. Et donc, nous avons une bibliothèque que je vous invite à consulter. Et je mets ici quelques exemples de documents que vous pouvez trouver. Une note faite en partenariat avec l'Institut Paris Région sur la valorisation de l'azote et du phosphore de l'urine, une note assez rapide, mais qui donne vraiment une synthèse des enjeux de la séparation à la source de l'urine, des propositions pour aller vers une économie circulaire des nutriments, des propositions clairement donc politiques de construction collective de la société pour une gestion soutenable des nutriments, la note sur la conception des réseaux que vient d'expliciter Bernard, et puis de façon très pragmatique, quelle quantité d'urine utiliser pour fertiliser vos cultures, une petite note que nous avons mise en ligne et qui est basée en particulier sur les travaux de Renaud Delauze, pépiniériste du sud-est de la France, qui a publié l'urine de l'or liquide au jardin. Nous avons également monté un groupe de travail technique au sein de l'association Arceau Île-de-France, association recherche et collectivité dans l'eau, dans le domaine de l'eau d'Île-de-France. Et au sein de ce groupe de travail, nous visons à produire de la connaissance, mettre en débat et partager les questions sur les modalités de gestion des urines et matières fécales humaines, et plus généralement de la séparation à la source des eaux urbaines. Il y a également, comme le disait Bernard, une antériorité du réseau de l'assainissement écologique en France aujourd'hui sur ces initiatives de retour au sol des matières, et un certain nombre de publications, pour certaines qui sont d'ailleurs déjà relativement anciennes. J'en cite quelques-unes, mais vous pourrez les trouver sur le site internet du réseau. L'assainissement écologique, pourquoi, comment, combien, toilettes sèches dans les établissements recevant du public, toilettes sèches à la maison, et puis un guide en construction actuellement, assainissement écologique pour les collectivités. Il est en préparation et j'en profite pour signaler que nous sommes actuellement en recherche de financement au sein du réseau de l'assainissement écologique pour arriver à pouvoir travailler sur ce guide, et qui permettrait à des personnes en collectivité de s'approprier la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire pour produire des matières fertilisantes à partir des urines et matières fécales de la collectivité. D'autres ressources à l'international, je cite quelques exemples, mais il y en a d'innombrables. La Sustainable Sanitation Alliance, donc l'association internationale de l'assainissement écologique Susanna, avec beaucoup de ressources sur leur site internet, susanna.org. Une initiative états-unienne, le Rich Earth Institute, qui a entre autres publié, c'est en anglais, un Urine Diversion Guide, donc le guide pour mettre en place une collecte d'urine. Un excellent guide très pragmatique également pour mettre en place à l'échelle d'un territoire ce type de valorisation. Le groupe EcoSanRes, qui a publié beaucoup de documentation, dont un guide pratique sur l'utilisation de l'urine, qui est en ligne sur Internet et que vous trouverez dans la bibliothèque Okapi. Enfin, les travaux de Léa Vague en Suisse, de la DVA en Allemagne, etc. Donc, tous ces réseaux internationaux de gestion alternative des urines et matières fécales humaines. Alors voilà, peut-être le dernier message à passer, c'est que dans le programme Okapi, nous avons des postures de recherche-action extrêmement prononcées, c'est-à-dire que nous visons à faire une recherche qui soit transformative. Les sujets même de la recherche sur laquelle nous travaillons sont construits de manière à permettre d'accompagner les transitions nécessaires de nos sociétés actuellement. Et nous avons aussi une posture donc, qui vise à sensibiliser, informer, animer, voire accompagner la démonstration. Donc évidemment, nous sommes très heureux de pouvoir faire ce webinaire aujourd'hui, et nous signalons l'intérêt que nous avons à pouvoir accompagner des acteurs qui seraient intéressés pour monter des filières. Alors évidemment, on ne pourra pas, et surtout que le sujet se développe de plus en plus, accompagner l'intégralité de tout ce qui pourrait se monter. C'est d'ailleurs pas non plus notre ambition, mais nous sommes intéressés à ce que le travail que nous produisons puisse au mieux aider les personnes qui s'approprient cette idée. Et il y a aujourd'hui en France de plus en plus de territoires qui s'intéressent au sujet, voire mettent en œuvre
dans un peu tous les coins de la France des nouveaux circuits de valorisation des urines humaines. Voilà, merci et nous sommes très contents de pouvoir continuer à débattre de ces questions avec vous. Merci Fabien et Bernard. Donc, on va rouvrir un temps de questions. Alors, je vais lire celles qui sont tombées. Alors, il y a certaines qui parlent de la première partie de l'exposé. Donc, sur l'évolution de la teneur en azote et phosphore de l'urine dans le temps, semaine, mois, est-ce qu'il y a une stabilisation par un stockage particulier ou est-ce que c'est… Voilà. Qu'est-ce que ça se passe au niveau de la stabilité? Est-ce qu'il y a des conditions particulières à mettre en œuvre? Alors, donc l'urine, elle est principalement composée d'urée. Enfin, un des composants importants, c'est l'urée, la forme sous laquelle les êtres humains excrètent l'azote. Quand on va stocker de l'urine, on va avoir spontanément une hydrolyse de cette urée qui va intervenir du fait de micro-organismes. Donc, il va y avoir une montée du pH qui va aller jusqu'à 9, et puis donc une libération d'ammonium et d'ammoniac dans l'urine. Donc, c'est la principale modification qui se produit, et c'est ce qui donne le caractère hygiénisant au stockage de l'urine, puisque donc on a un effet à la fois du pH et de la présence d'ammoniac sur donc les micro-organismes présents dans l'urine stockée. Voilà, donc c'est principalement l'évolution qui se fait. Il y a aussi une précipitation de struvite, pas que, mais entre autres de struvite, qui se fait dans le fond de cuve de stockage de l'urine. Peux-tu rappeler ce que c'est que la struvite dont vous avez parlé 2 fois, mais sans préciser? Oui, pardon, la struvite, c'est un précipité de phosphore. Il y a plusieurs précipités différents qui se font, dont certains avec du phosphore. Et la struvite, c'est donc un minéral qui contient de l'ammonium, du magnésium et du phosphate. Donc justement, finalement, si on parle un peu d'expérimentation, pour aller pratico-pratique, quand tu fais finalement donc une récupération dans une cuve fermée, donc ce qui évite l'évaporation, les odeurs et tout ça, c'est un produit qui, si je retiens, en fait, c'est qui s'auto-stabilise, qui permet de garantir une certaine hygiène, hormis résidus médicamenteux et autres produits dont on a parlé, mais sur la stabilité hygiénique en tout cas. Donc finalement, l'outil, entre guillemets, est assez facilement gérable, si ce n'est, comme vous l'avez présenté, des questions de trop-plein, d'évacuation, de mettre au champ. Et il y a un temps de stockage minimal, par contre. Il va être d'1 mois ou quelque chose comme ça. Voilà, alors sur la stabilité, en fait, c'est surtout la volatilité de l'azote qui peut poser problème dans la gestion de l'urine. On est donc avec une forme ammoniacale assez rapidement de l'urine et un pH de 9, ce qui veut dire qu'on va avoir une partie de l'azote qui va être sous forme NH3, ammoniac, et qui va donc pouvoir aller dans la phase gazeuse. Si on a des stockages qui sont, par exemple, ventilés, on va avoir des pertes ammoniaquées qui sont extrêmement importantes. Et donc, il faut absolument avoir des stockages qui ne sont pas ventilés. D'un point de vue technique, ce n'est pas très compliqué, mais il faut absolument le prévoir au moment où on le réalise pour garantir qu'on n'a pas de pertes ammoniaquées importantes. Il y a donc des suivis de pertes ammoniaquées qui ont été faits sur certains systèmes et on peut avoir des pertes qui sont extrêmement faibles, inférieures à 1% en termes de pertes. Mais par contre, effectivement, si on ventile une cuve, on aura des pertes. Donc ça, c'est un élément qui est important dans la gestion de l'ammoniac de l'urine. Tu avais une deuxième question, pardon, c'était… Une autre question qui n'a plus rien à voir, c'était sur la partie donc réseau. Est-ce que vous connaissez le réseau mixte technologique bouclage des cycles biochimiques qui démarre en 2021 sur un programme de travail de 4-5 ans? Sinon, il y a le lien dans le chat. Donc, ça sera peut-être à voir. Merci beaucoup pour l'information. Notre question, en fait, finalement, sur la partie atelier dont tu parlais avec les jeux de cartes et ainsi de suite. Donc, les ateliers évoqués font intervenir quels acteurs? Donc, les collectivités sont-elles visées? Si oui, plutôt quels services? Donc, c'est dans l'idée d'une construction transversale. Est-ce qu'il faut plutôt l'urbanisme, l'espace vert? Donc, comment ça s'est passé par exemple à Saint-Vincent-de-Paul? Je ne sais pas si vous l'avez fait. Et donc, deuxième question, quels arguments auprès des services d'assainissement? Est-ce que serait-il plutôt en faveur de la séparation à la source? Au contraire, il pourrait créer une perte de charge à traiter et donc un dysfonctionnement in fine des équipements. Est-ce qu'il y a une concurrence? Alors, ce qui concerne la première question, j'ai envie de dire que c'est très important justement que différents services soient impliqués, parce que la particularité de cette problématique, c'est qu'elle est extrêmement transversale, effectivement.
Et alors, l'atelier n'a pas été appliqué, comment dire, dans le cas de Saint-Vincent-de-Paul, hein, mais on s'aperçoit que effectivement, dans cet exemple, pour que le projet se fasse, il a fallu vraiment que différents services de la mairie de Paris se mettent d'accord. Et au-delà de ça, il y a aussi la question de l'aménageur qui a joué un rôle central. Il y a même eu une assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée sur cette problématique parce qu'elle a été fort innovante. Hein. Et puis, c'est pas fini, c'est-à-dire qu'après, avec la partie, comment dire, des promoteurs et tout, ça va continuer, puisque finalement, ça se joue, comment dire, depuis la production de l'urine, donc dans l'interface usagée, jusqu'à l'épandage au champ. Donc, c'est tous les acteurs qui sont concernés par ça qui sont impliqués. Et c'est vrai qu'il y a certains maillons qui nous semblent aujourd'hui, comment dire, devant être renforcés, et notamment qui peuvent être potentiellement problématiques. C'est tout ce qui est notamment entretien des toilettes, les services de nettoyage, etc. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il faut aller scruter de plus près pour savoir comment ça peut vraiment fonctionner et ne pas trop perturber comment dire, la qualité de l'urine collectée. Mais effectivement, dans le cas de Paris, par exemple, le fait que que ce soit les services verts, les services des espaces verts qui ont récupéré l'urine, ça a permis de trouver un débouché pour cette opération, même si ce débouché est censé être, comment dire, d'une certaine façon temporaire et pas définitif, parce que l'idée, c'est effectivement de pouvoir, comment dire, impliquer d'autres types d'acteurs, agriculteurs, etc., dans l'histoire. Et en complément, par exemple, je prends la communauté éducative de lycée, par exemple. Donc, ça peut être un cas d'application, les lycées agricoles, puisqu'ils ont le matériel, ils ont pour l'épandage, ils ont aussi, comme on disait, donc la production d'urine. Donc, est-ce que le jeu de cartes, par exemple, pourrait être un moyen de médiation pour entamer une réflexion tel qu'il a été conçu, faut-il une adaptation? Je pense que oui, oui. De toute façon, nous, on pense que la situation lycée agricole est particulièrement favorable à l'expérimentation, puisque justement, elle offre la possibilité d'avoir une vision intégrée des choses. Et ça, c'est effectivement un élément problématique majeur. Hein. C'est sortir de visions segmentées qui doivent être, comment dire, dépassées pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Et c'est vrai. L'atelier en tant que tel n'a pas été comment dire, conçu spécifiquement pour la question des lycées agricoles, mais je pense que, bon, il faut en débattre avec ceux qui l'ont conçu, mais je pense que c'est possiblement adaptable. Et en complément, je dirais par rapport, par exemple, à la facilité ou pas de mettre en place des démonstrateurs, pas forcément pérennes ou avec des modifications, je dirais, dans le cadre de l'immeuble. On pense par exemple à Saint-Vincent-de-Paul où il y avait des choses extérieures qui avaient été installées. Donc, on a vu deux choses. Il y a l'urinoir féminin, puis l'autre, c'était des sortes de caisses où, j'ai bien compris, on montait au-dessus et puis les réservoirs étaient en dessous. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre? Par exemple, s'il y avait des gens qui voulaient mettre en place ces expérimentations, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Ça rapprocherait de qui? Voilà. Est-ce que vous avez des petites idées comme ça pour la partie pratico-pratique de l'expérimentation simple? C'est vrai qu'au niveau de l'expérimentation, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. C'est qu'un enjeu important, c'est la question de la réversibilité, qui souvent c'est quelque chose qui permet de rassurer beaucoup comment dire, ceux qui veulent se lancer là-dedans. C'est la possibilité d'avoir des dispositifs qui peuvent être éventuellement enlevés ça, c'est un enjeu important. En ce qui concerne le dispositif plus spécifiquement installé à Saint-Vincent-de-Paul, bon, je vois que Louise Raguet est là, donc elle peut peut-être elle-même répondre à la question, parce que c'est elle-même qui a, comment dire, contribué qui l'a conçu et qui l'a réalisé, mais alors dans un cadre un peu particulier qui est l'urbanisme transitoire. Mais je propose qu'elle réponde directement parce qu'elle sera plus compétente que moi. Louise, est-ce que tu nous entends? Bonjour, est-ce que... Ouais, je vous entends, vous m'entendez ou pas? Très bien. Oui, bonjour à tous. Merci Bernard de me donner la parole du coup. Déjà, juste pour répondre à la question sur l'atelier avec le jeu de cartes qui a été présenté, je pense que oui, il est tout à fait adaptable pour construire des filières avec des cas précis comme le lycée agricole là, dont il fait mention. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et effectivement, sur la construction et la conception de projets expérimentaux de collecte,
Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées et construites de manière très rapide, qui peut être juste une collecte dans des bidons avec des entonnoirs, puis après des dispositifs plus complexes avec de la construction, mais qui peut être faite en une semaine. Donc c'est à faire au cas par cas, mais oui, c'est des choses que je pense qui sont très efficaces à mettre en place, à la fois réversibles et adaptables. En fonction des choses qu'il y a à expérimenter, on peut aussi adapter en voyant comment ça se passe avec le public ou avec les utilisateurs. Donc voilà. Et c'est des choses que j'ai mis en place dans plusieurs contextes et qui peut se déployer de plein de façons différentes. Donc voilà. Donc, ouais, ça sera bien sûr. On a effectivement dans le chat, la base de données documentaire, si on peut rajouter des exemples de plans typiques pour montrer des réalisations simples en fait, à différents niveaux de complexité. Oui, tout à fait. On pourrait partager des choses. Par exemple, sur le projet d'occupation temporaire au grand voisin, vous l'avez bien compris, l'intérêt de mettre les urinoirs en hauteur, c'était vraiment de ne pas avoir de pompe, etc. Donc, c'est ce genre de choix qui permet d'avoir aucune complexité de réseau, mais tout est en gravitaire, etc. Donc, après, c'est vraiment à faire un peu au cas par cas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est pas tellement l'emplacement des urinoirs, etc., ou du réseau, mais c'est aussi la sollicitation de tous les acteurs jusqu'à l'utilisation de l'urine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire des bidons ou des cuves, comment on les évacue, qui on sollicite. Et c'est ça aussi, c'est ce moment de décision-là qui crée du dialogue et qui fait avancer les potentielles filières, etc. Je pense qu'il y a des contextes, effectivement, dans lesquels il y a un certain nombre de barrières qui sont plus ou moins faciles à dépasser pour expérimenter. On a d'autres expériences dans lesquelles on essaye de mettre ça en place dans des opérations d'aménagement plus classiques. Et c'est pas forcément évident parce qu'il faut arriver à constituer des ponts entre les professions qui poursuivent un peu chacune leur but et à les mettre à faire ce qu'on appelle l'alignement d'acteurs, qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, on pense que sur les questions particulières de lycée agricole, le fait de disposer finalement de l'ensemble de la chaîne au sein d'un même site, c'est quand même une situation qui est quand même particulièrement intéressante et favorable. Voilà. Nous, on l'a fait de façon un peu artificielle et en miniature avec comment dire, notre démonstrateur Azuris Aquariolis, mais bon, on serait très fanat de suivre des opérations à des échelles un petit peu plus importantes dans le cadre de lycée, c'est évident. Fabien, peut-être une réponse. Ah, pardon, vas-y, Louise. Non, je voulais juste rajouter le fait que ce qui est intéressant en soi dans l'expérimentation de monter ce type de projet de collecte temporaire, c'est dès le début de la conception et dès la manifestation de l'intérêt de le faire. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi les gens veulent le faire ou pas, pourquoi parfois ils refusent. Et donc, depuis le début, c'est intéressant. Ce n'est pas seulement au bout de 6 mois qu'on a des bidons d'urine et qu'on se dit « Ah, on va le mettre quelque part ». C'est tout du long de la chaîne, quand on sollicite que ce soit le public, les élèves, les profs, voilà, c'est assez important et donc la démarche expérimentale, elle commence dès l'intention initiale d'expérimenter. Merci. Fabien, peut-être une petite complément de réponse sur les systèmes d'assainissement, la concurrence dont on n'a pas parlé. Oui, c'était pour faire un écho au fait que tu demandais quelle était la posture des services d'assainissement par rapport à la séparation à la source tout à l'heure dans ta question. Et Oui. je voulais juste répondre à cette question qui a été posée visiblement par le fait qu'il y a, en fait, d'une part, on constate que si on remonte sur le temps long, en fait, le tout à l'égout a été refusé par à la fois les ingénieurs sanitaires et par donc, les gestionnaires des urines et matières fécales au XIXe siècle, et que finalement, on en est venu, alors dans le cas de Paris, avec des épandages d'eau usée, à avoir une certaine forme de mariage entre toilettes à chasse d'eau, égout et puis retour au sol malgré tout des matières. Mais dans la plupart des collectivités, il n'y a pas eu d'épandage des eaux usées. Et donc finalement, le tout à l'égout a fini par s'imposer parce que la pratique de la toilette à chasse d'eau a été adoptée par la population et on s'est retrouvé à devoir gérer ces eaux usées ainsi produites
au début, je dirais de façon non voulue par la collectivité, et puis à la fin, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, la posture des services d'assainissement aujourd'hui, elle est intéressante au sens où ça fait en fait depuis 40 ans qu'on essaye de résoudre le problème des eaux usées qui dégradent la qualité des rivières en construisant des unités qui vont limiter la casse, quoi, on va dire. Et donc, par rapport au service d'assainissement aujourd'hui, on a un peu deux postures, quoi. La première qui est celle de dire tant mieux si ça peut permettre, en séparant à la source, de résoudre le problème encore plus en amont. Mais derrière, ça vient finalement créer des nouvelles filières et donc finalement des nouveaux acteurs. Et par rapport aux acteurs existants aujourd'hui de l'assainissement, ça peut finalement être relativement orthogonal, à la fois dans ce qui est réalisé et puis dans l'organisation, parce qu'il s'agit potentiellement de nouvelles filières décentralisées, terrestres, etc. Et puis ensuite, on a aussi donc des postures qui sont très qui questionnent beaucoup ces paradigmes parce que la centralité fait qu'on a tout un ensemble d'acteurs qui s'organisent aujourd'hui autour de ce mode de gestion des services urbains, et donc poser la question de l'appropriation de nouveaux systèmes de gestion des urines et matières fécales, ça ouvre en fait tout un tas de questions, et dans le système actuel, c'est des arrangements à réinventer, et comme le disaient Bernard et Louise, il semble qu'effectivement le contexte du lycée agricole, c'est une configuration territoriale qui se prête extrêmement bien à réinventer, à réagencer les gestions d'urine et matières fécales dans la société. Et au-delà de ça, moi j'ai eu l'expérience sur un territoire rural en fait, où ils ont un SPANC, donc les assainissements non collectifs, où ils se posent la question effectivement des économies d'eau, parce qu'en fait on est un territoire où il n'y a pas d'eau disponible vraiment importante. Et donc un des leviers pour aller vers ça, c'est les toilettes sèches, en fait, toilettes sèches, donc récupération d'urine, parce que c'est toilettes sèches, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a plusieurs entrées dans le système qui font que certains territoires vont vouloir tester soit dans une ville, un bâtiment, un écoquartier, soit dans une structure particulière, les lycées, soit parce qu'on a un SPANC et qu'on a d'autres problématiques. Il y a plusieurs points d'entrée qui peuvent arriver là-dessus.